Bonjour et bienvenue au webinaire en langue française du WDI, l'organisation mondiale qui défend les droits des femmes basés sur le sexe, parce que les femmes subissent des violences en fonction de leur sexe et non pas pour des raisons métaphysiques qui seraient liées à un ressenti quelconque. C'est pour cette raison que le WDI est à l'origine de la Déclaration des droits des femmes basée sur le sexe. Notre déclaration réaffirme les droits des femmes tels qu'ils ont été présentés dans la CEDEF, la Convention de l'ONU pour l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Notre déclaration, elle compte déjà plus de 37 000 signatures à travers le monde, provenant de 160 pays, et c'est un chiffre qui augmente de 200 signatures par semaine environ. Nous vous invitons à la signer à votre tour si ce n'est pas encore fait. Et tout au long du webinaire, vous allez pouvoir poser vos questions dans l'application questions-réponses de Zoom qui est en bas à peu près au milieu. Notre déclaration, elle se compose de 9 articles, parmi lesquels l'article 1 réaffirme les droits des femmes fondés sur le sexe. L'article 8, il réaffirme la nécessité d'éradiquer la violence à l'égard des femmes. Et l'article 9 réaffirme le besoin de protection des droits de l'enfant. Aujourd'hui, nous recevons Pauline Arrigui. Pauline est une militante féministe et journaliste indépendante. Elle a publié Et si le féminisme nous rendait heureuses en 2019 aux éditions Duno. Et après plusieurs articles sur la bioéthique et notamment sur le transgenrisme, elle a écrit Les ravages du genre, paru en 2023. Alors, elle réalise aussi des podcasts. Vous allez avoir le lien dans le chat. Bonjour Pauline et bienvenue. Bonjour, merci de me recevoir. Merci. Est-ce que tu veux bien nous parler du coup de ce livre, Les ravages du genre? Oui, alors je peux vous parler de la démarche qui m'a amenée à l'écrire. Ça remonte à loin. En fait, je pense que mon parcours est assez révélateur en fait par rapport à comment j'ai approché le transgenrisme. Alors déjà, il y a un avant et un après 2010, évidemment. Alors avant 2010, je me rappelle d'une époque où en fait, moi j'ai dans mon entourage, j'ai eu l'occasion de rencontrer deux personnes, deux jeunes personnes qui avaient changé de genre ou changé de sexe, je sais plus trop comment on disait. Euh, mais à l'époque, en fait, tout le monde les voyait comme des exceptions. En fait, c'était des personnes qui avaient un trouble et qui avaient fait cette démarche, mais c'était des exceptions. Et moi, à cette époque-là, je m'étais bien rendu compte que l'une et l'autre personne avaient des problèmes d'identité. Voilà, et en fait, j'avais vraiment vu ça comme un symptôme. Et donc voilà, je suis dans cette idée-là. Et ensuite, donc, je suis arrivée à Oser le féminisme en 2013. J'ai assez vite intégré le conseil d'administration. Et là, j'arrive premier CA d'Oser le féminisme. C'était, il y avait une scission. En fait, premier CA, il y avait une scission entre un groupe de lesbiennes militantes voilà, qui a quitté OLF. Et en fait, il y a une militante qui dit, hyper émue, mais en fait, la question des trans, c'est une question centrale dans le féminisme. Et moi, enfin, je suis un peu pas que j'ai ri, mais enfin, je ne comprenais absolument pas pourquoi elle disait ça. Pour moi, c'était voilà, des exceptions, un nombre très, très réduit de personnes. Donc, j'ai absolument pas compris. Et c'est ensuite que j'ai commencé à entendre qu'en fait, euh, il fallait modifier la définition de qui est une femme et qui est un homme, et qu'il fallait prendre des pincettes pour parler de biologie, pour s'adapter à une petite minorité de personnes. Je dis non, il y a un problème. En fait, on ne va pas changer notre langage pour faire plaisir à une toute petite minorité. Et ensuite, en fait, c'est quand on est dans le militantisme féministe qu'on voit à quel point cette question est prégnante parce que, bah oui, si on change la définition du mot femme, en fait, en tant que féministe, qui est-ce qu'on défend? Ça n'a plus aucun sens. Donc, j'ai été de plus en plus, on va dire, en colère contre à la fois. En fait, ce qui m'a choqué au début, c'est vraiment le côté intellectuel, un mot qui a une définition circulaire. C'était ça. Et ensuite, bah, j'ai vu euh, voilà, ce qui se passe vis-à-vis des jeunes filles dans le sport, les endroits non mixtes. Ce qui m'a amené à écrire d'abord une tribune dans Marianne en 2020. Alors, cette tribune, il y a eu 140 signataires, donc c'était bien. Et après cette tribune, oui, déjà, c'était toute une saga pour la publier. D'abord, elle est dans le Huffington Post. Elle a été publiée. Donc, ouf, ma tribune est publiée, on a les 140 signataires, c'est bon. Et je reçois 2 heures plus tard un message, ils ont supprimé ta tribune. Quoi?
Et donc, je vais sur le site du HuffPost et je vois toutes nos excuses pour avoir publié ce texte transphobe. Les femmes trans sont des femmes. Point. C'est un peu mea culpa et, euh, et on redit le mantra. Voilà, il y avait un côté un peu comme ça. Donc, j'étais très en colère. J'ai dit, il faut que cette tribune paraisse. C'est pas possible, en fait, de rester sur cet échec. Et finalement, c'est Marianne qui l'a publié. Donc, merci à eux. Et, euh, et cette tribune m'a valu non pas une, non pas deux, mais trois contre-tribunes dans Libération. Voilà, à la fois de personnes militantes et à la fois de Camille Froide-Vaumétrie. Donc, Libération très, très énervée. Et donc, ensuite, il y a eu plusieurs articles et je me suis dit qu'il y avait de quoi en faire un livre parce que déjà, la pensée, comment est-ce qu'intellectuellement on en est venu à créer un mot qui a une définition qui est en fait une tautologie, euh, brisant ce qui est aussi structurant que la différence entre les hommes et les femmes. Ensuite, toutes les conséquences, tous les tenants aboutissants dans tellement de domaines différents que voilà. Donc, donc j'ai eu le projet du livre qui s'est ensuite appelé Les ravages du genre. Et là, c'était toute une aventure pour le faire publier. J'ai eu beaucoup de sueur froide, j'ai eu beaucoup d'insomnie parce que c'était vraiment pas gagné pour que je le fasse publier. Et ce qui est intéressant dans toute cette saga, c'est qu'il y a eu deux éditeurs euh, dans lesquels les directeurs et directrices étaient assez partants, en fait. Ok, je vais les citer, on est entre nous. Les éditions des Arènes et les éditions Utopia, qui est une maison d'édition plus petite et militante. Et alors, en fait, dans les deux cas, j'ai parlé avec les directrices, directeurs des maisons d'édition qui avaient, on va dire, une soixantaine d'années, ou je ne sais pas, en tout cas plus de 50 ans, et qui étaient partants, qui trouvaient ça intéressant, voilà, qui étaient d'accord avec moi, qui trouvaient ça très bien. Et en fait, dans les deux cas, je n'ai pas été publié parce qu'ils ne voulaient pas se mettre à dos toutes leurs équipes de moins de 40 ans. Donc, il y a un des cas où, en gros, il m'a dit désolé, mais il y a eu des débats passionnés. J'ai vu un peu les échanges de mails. Il y a eu des débats tellement passionnés. Et finalement, voilà, on ne va pas le faire parce que c'est trop compliqué. Et en fait, dans l'autre maison d'édition, qui est une grande maison d'édition, en fait, c'était assez marrant avec le recul. C'est que j'ai revu l'éditrice pour qu'elle me dise non, en fait. Je l'ai revue et je vois cette personne, elle était blême. Elle était pas bien du tout. Et elle m'a dit qu'en fait, les personnes, donc elle a été partante, le président aussi était partant, mais en fait, les personnes de moins de 40 ans étaient complètement contre. Et voilà, elle m'a dit un truc à la soixantaine. Elle me dit, de toute ma carrière d'éditrice, je n'ai jamais vu un tel rejet d'un manuscrit. Donc vraiment, le reste, toutes les personnes de moins de 40 ans, en gros, de la maison d'édition, ont haï ce que j'ai écrit. Et en fait, elle disait, mais c'est drôle parce que c'est elle qui a utilisé le mot phobie. Elle dit, mais en fait, ces personnes sont tellement contre votre propos, c'est une phobie. J'ai dit, effectivement, ça peut rendre les gens un peu dingues sur ce sujet-là. Donc voilà, après, euh, pourquoi est-ce que ça rend les gens, même des personnes pas du tout concernées par le sujet, pourquoi est-ce que ça suscite tellement de passion? Moi, j'ai une hypothèse voilà, sur laquelle je reviendrai en conclusion. Voilà, donc finalement, le livre a été publié aux éditions du Cerf, qui est la plus grande maison d'édition chrétienne en France, qui est détenue par des dominicains. Voilà, ça veut aussi dire quelque chose, en fait, que ce soit une édition conservatrice et chrétienne qui a publié le livre. Alors, ce dont je voulais vous parler, pour commencer, c'est en fait le fait que les militants transgenres empruntent la rhétorique d'une minorité opprimée pour vraiment installer l'idée que la transidentité existe. Euh, donc, ils utilisent des termes comme ils ont besoin de groupes d'autosupport, de groupes de parole. Euh, et en fait, à chaque fois, ce qu'ils revendiquent, c'est, par exemple, Outrance qui dit nous nous réunissons contre les personnes qui nient notre existence. Donc, il y a toujours le mantra ils existent. Il y a aussi, je peux te citer une tribune dans Le Monde de la pédopsychiatre Agnès Condat et de Claire Vandendrich, donc qui sont à la fois médecins et militantes. Et elle commence en disant les personnes trans existent. Encore si elle disait la transidentité existe, on pourrait en débattre, sauf que là, bah, évidemment que des personnes existent en chair et en os. Donc, en fait, il s'impose un postulat comme quoi la transidentité est quelque chose de concret qui colle à des personnes finalement.
Et donc, dans cette tribune du Monde, on lit la reconnaissance de l'existence des enfants trans est un préalable à tout débat démocratique concernant leur accompagnement. Une formule très péremptoire. Alors, est-ce que les enfants trans existent quand on sait que dans plus de 80% des cas, en fait, ces enfants qu'on pensait ou qui se pensaient trans, quand on ne les amène pas dans une transition, en fait, ils se réconcilient avec leur sexe après l'adolescence et en fait, ils n'en parlent plus. Donc, c'est déjà, voilà, c'est déjà un postulat qu'on peut remettre en question, de dire que les personnes trans existent et finalement que les enfants trans existent. Et en fait, ça crée vraiment un sentiment d'être attaqué. Parce que si on vous dit, vous faites partie d'une communauté, et en fait, le monde autour de vous dit que vous n'existez pas, et il y a des meurtres, et il y a des suicides, les suicides qui sont liés au discours transphobe. En fait, à mon sens, ça a deux effets. C'est que déjà, ces jeunes, ça les maintient dans une transidentité, c'est-à-dire que s'ils se croyaient trans, ben, en fait, ils vont se maintenir là-dedans, puisqu'on leur dit, ce sont les transphobes qui disent que vous n'êtes pas trans, qui veulent nier votre existence. Donc, ça les maintient là-dedans. Et aussi, on crée une catégorie de jeunes qui sont maintenus dans un état de vulnérabilité. Et donc, ils maintiennent, voilà, cette vulnérabilité est maintenue, puisque la transidentité n'est pas une solution. Et ils se vivent comme la minorité la plus opprimée de cette société. Vraiment, le monde est contre eux, avec un repli, à la fois chaque personne se replie sur elle-même, et à la fois un repli communautaire. Et puis il y a quand Et même une malhonnêteté parce que personne ne dit que que ces personnes n'existent pas. Il n'y a jamais personne qui a dit vous n'existez pas. non, mais en fait, Et c'est une malhonnêteté en transformant le discours de l'adversaire et en faisant dire aux autres ce que les autres ne disent pas. oui, C'est une façon d'attaquer et de faire croire que le monde est vraiment très très méchant. oui, parce que si en plus tu ajoutes euh, le monde veut, parce qu'à la limite, vous n'existez pas, à la limite, c'est une clause de style, mais en plus, ils ajoutent la transphobie tue, il y a des meurtres de jeunes. Donc en fait, il y a vraiment un sentiment de, oui, d'être en danger de mort permanent. Et en fait, on sait que quand une personne ou quand un groupe se vit comme en danger de mort, en fait, ça peut justifier tous les actes de violence parce que si vous vous pensez en danger de mort, ben, en fait, si vous êtes violent, c'est de, comment dire, de l'autodéfense, en fait. Donc, toutes les rhétoriques et toute la violence se justifient. Donc, il y a aussi cette autre conséquence. Alors, moi, j'ai une hypothèse, c'est que peut-être que la minorité trans a en fait été créée de toutes pièces par les transactivistes et par d'autres acteurs qui ont vraiment eu intérêt à créer une minorité de personnes. Euh, Déjà, on peut dire que est-ce que la transidentité existe réellement quand on sait qu'elle repose non pas sur la biologie de la personne, mais elle repose sur le langage. C'est-à-dire qu'en fait, sans les conventions sociales des... Enfin, c'est pour ça qu'ils sont tellement tellement obsédés par les pronoms. C'est qu'en fait, pour exister, justement, des personnes trans doivent utiliser des conventions sociales de langage et d'habillement. Et aussi, en fait, ce que pour eux signifie exister, c'est imposer des changements de la part de toute la société. La transidentité n'existe que par le changement d'état civil, l'utilisation de tel ou tel espace, donc en fait, pour eux, exister, c'est pas juste vivre sa vie dans son coin, c'est recevoir l'assentiment de toute la société. Et aussi, il y a pour moi un autre argument qui est assez fort pour dire que la transidentité n'existe pas, c'est qu'en fait, la grande majorité des jeunes qui se disent transgenres ont toujours ou presque très souvent des comorbidités psychiques. Et en fait, ce n'est pas vrai que ces troubles psychiques apparaissent après la transition comme conséquence de la transphobie. En fait, ces comorbidités sont observées avant. Donc, on voit bien que ce n'est pas la conséquence de la transphobie, c'est que beaucoup plus vraisemblablement, la transidentité est en fait une réponse ou un symptôme de ces troubles. Après, moi, j'ai eu beaucoup de mal aussi avec l'expression les trans ou la communauté trans, parce que dans cette communauté, en fait, il y a à la fois des transactivistes qui poussent les jeunes à la transition et qui les empêchent en fait de sortir dans cette idée qu'ils sont trans. Donc, il y a à la fois ces personnes qui poussent des enfants, des jeunes de plus en plus jeunes, vers une transition médicale qui ne leur fait pas du tout du bien, et en même temps, euh, des jeunes filles très, très vulnérables, transidentifiées. Donc, en fait, c'est un groupe qui réunit des personnes qui ont des intérêts antagonistes. Et ça me fait penser un peu au STRAS, le syndicat pour les travailleurs du sexe, où en fait, il y a à la fois des personnes
prostituées, donc qui souffrent du fait d'être soumis à la situation de prostitution, et à la fois des personnes qui encouragent la prostitution et qui œuvrent pour la légalisation du proxénétisme. En fait. Ça, c'est ce genre de groupe totalement artificiel et qui finalement se fait, qui est là au profit des personnes les plus puissantes et les plus influentes. Alors, quand on se dit que le mouvement, enfin, que la communauté trans et donc le mouvement qui défend les personnes trans, en fait, a été créé de toutes pièces. Alors, on connaît vraiment le tournant en 2010 où tout s'est révélé au grand public. Il y a eu des changements. Alors, il y a déjà eu des webinaires là-dessus, donc je ne vais pas revenir, mais les changements dans les textes internationaux et les changements à l'OMS et auprès de l'Association des psychiatres américains. Donc, d'accord, il y a eu vraiment cette rupture en 2010, mais en fait, on peut remonter plus loin dans le passé, au début du transgenrisme, on la situe fin 19e, début 20e, avec, voilà, avec deux mouvements qui sont développés en parallèle, le transvestisme et des expériences médicales autour du changement de sexe. Alors déjà, le transvestisme, qui est quand même un mouvement très intéressant parce qu'on voit vraiment la genèse après de ce qui est devenu le transgenrisme. Alors, la personne qui a vraiment lancé le transvestisme, c'est un homme, donc il a un pseudonyme qui est Virginia Prince, mais c'est un homme. Il a la particularité de vivre en Californie, à Los Angeles. Il est riche, il vient d'une famille très influente. Et d'ailleurs, c'est assez. On peut passer à la slide suivante, on le voit. On le voit, Virginia. En fait, il y a quelque chose aussi que j'ai trouvé assez ironique, c'est que donc Arnold, qui devient ensuite Virginia Prince, en fait, fait sa première apparition habillée en femme à l'église. Et en fait, et là, il gagne dans sa paroisse, et là, il gagne un concours de déguisement ou de costume dans la catégorie femme. Donc déjà, ça fait en fait, la première manifestation de transgenrisme, c'est déjà un homme qui gagne un concours parmi les femmes, en fait. Donc j'ai trouvé ça assez ironique. Et Virginia Prince, en fait, ne veut pas rester seule dans son goût pour les vêtements féminins. Et donc, il crée un magazine et il crée des réunions d'hommes qui sont dédiées au fait d'aimer, voire d'être excités par le fait de porter des vêtements de femmes. Et ce qui est intéressant, c'est que ces hommes, dans ces réunions, ils sont tous hétéros, ils sont tous d'un très bon milieu social et influents. Et ces réunions sont interdites aux homosexuels. Donc, on voit que c'est vraiment du virilisme qui sert à réifier les femmes et à s'approprier des codes féminins, mais vraiment pour renforcer en fait ce que doit être la virilité et ce que doit être la féminité dans ce Ça, qu'elle a de plus. j'ai trouvé Pardon? ça vraiment intéressant quand j'ai lu ça parce que je me suis dit, moi je pensais vraiment que l'homophobie du transactivisme, c'était quelque chose de récent. Mm, Et en lisant ton livre, je me suis rendu compte que non, en fait, c'était dès le départ qu'il y avait cette homophobie latente, en fait. oui. Et oui, je l'ai découvert aussi dans mes recherches pour le livre. C'est vrai que d'où le. Mais c'est ça, c'est qu'en fait, c'est aujourd'hui en fait qu'il y a une confusion entre Oui. voilà, le mouvement LGBT. En fait, c'est aujourd'hui qu'il y a une confusion entre la cause homosexuelle et lesbienne et la cause des transgenres. Euh, et en fait, donc à cette époque-là, il y a une enquête réalisée auprès d'un millier de travestis qui disent tous qu'ils ont une gratification sexuelle quand ils se travestissent. Donc, c'est ce qu'on va appeler plus tard l'autogynéphilie. Et il y a un exemple, en fait, dans tout ce qu'on voit là, il y a des filiations et en fait, on le retrouve maintenant. Et je ne sais pas si vous vous rappelez de Olivia, euh, alias Olivier Chaumont, qui a eu toute une carrière d'homme hétérosexuel accompli, et en fait, qui à 50 ans s'est dit qu'en fait, c'était une femme. Et en fait, ce qu'il raconte, c'est que il s'amuse à marcher seul en talons aiguilles la nuit dans la rue, seul, et il dit que ça l'excite, en fait, de faire ça. Donc, une situation les femmes, déjà, on ne le fait pas. Et en plus, si jamais ça nous arrivait, ça nous ferait peur. Bah, lui, en tant qu'homme, il aime bien jouer cette scène et être excité par ça. Donc ça existe encore maintenant. Donc après ce Virginia Prince, il y a eu dans les années 60 une multiplication des magazines pour les hommes qui aiment se travestir. Alors il y a plusieurs types. Il y a la femme bourgeoise, après il y a la femme de chambre. Il y a différents types comme ça stéréotypés de femmes. Ensuite, au début du XXe siècle, voilà, c'est eux, transvestia.
euh, début du XXe siècle, il y a eu les débuts de la transition médicale. Donc, fin 19e, il y avait déjà des expérimentations sur des cochons d'Inde où s'amusait à échanger des gonades de cochons d'Inde. Il y a des expérimentations comme ça. Et ensuite, début du XXe siècle, là, il y a eu la première personne, un premier homme qui est médicalement, on va dire, a fait une transition pour, entre guillemets, devenir une femme. Et donc, il s'appelait Einar Wegener, euh, qui était un peintre danois, voilà, qui a été totalement mutilé pour faire ce qui devait ressembler à une transition de genre. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que cette personne dit, je ne veux pas être artiste, je veux être une femme. Et pour lui, il y a deux personnes qui vivent en lui, Lily et Einar. Donc Einar, c'est l'homme. Il dit, Einar est ingénieux, sagace, il s'intéresse à tout. C'est un homme réfléchi et intelligent. Lily est futile, superficielle. Elle ne pense qu'à se choisir des robes et à s'amuser. Elle est inconséquente, irrationnelle, capricieuse. Femme. Voilà, donc en fait, vraiment, les débuts du transgenrisme sont déjà marqués par en fait un renforcement des stéréotypes sexistes. Après, il y a le cas de Harry Benjamin, à la fin du 19e. Alors lui, pareil, il dit que le transsexualisme correspond à une inadéquation entre le sexe biologique et le sexe psychologique. Donc on ne sait toujours pas ce que c'est que le sexe psychologique. Et Harry Benjamin, c'est celui qui a fondé une association professionnelle qui est devenue la WPATH, donc l'association médicale de médecins euh, pour les personnes transgenres, en fait, découle directement de ce Harry Benjamin euh, qui a transformé un homme, un Américain, en femme qui s'appelle Christine Jorgensen. C'est grâce à Christine Jorgensen que la problématique a été connue. Et Harry Benjamin dit à cette personne, en effet, Christine, sans vous, probablement rien de tout cela ne serait arrivé. La subvention, mes publications, mes conférences. Voilà, donc en fait, il a complètement utilisé une personne comme cobaye pour se faire connaître et pour avoir de nouveaux patients. Et je sais plus le nom, j'ai plus le nom masculin d'origine de Christine Jorgensen, mais en tout cas, cette personne disait mes émotions sont celles d'une femme ou d'un homosexuel. Et en fait, en l'occurrence, il était homosexuel, mais ça allait contre ses valeurs religieuses et donc il préférait être considéré comme une femme, donc une femme hétéro. Ce qui allait aussi dans le sens des médecins de l'époque qui préféraient penser que l'homosexualité est une maladie qu'il fallait soigner. Et ça, on le retrouve en fait. C'est ça, ça date, on peut se dire, ça date fin 19e, années 30. C'est du passé, c'est lointain. Mais en fait, maintenant, 2020-2023, c'est exactement pareil. Il y a le chef d'entreprise maintenant Françoise Bouillet, qui dit, je m'identifie aux valeurs féminines, donc je suis une femme. Et j'ai regardé, en fait, j'ai été sur YouTube pour mon livre et j'ai regardé énormément de vidéos de jeunes, moins de 20 ans, qui expliquent comment est-ce qu'ils ont su qu'ils étaient trans. Et à chaque fois, il y a on voit vraiment des stéréotypes comme un jeune homme, Elio, qui dit, non, une fille en fait, qui dit qu'elle n'a jamais été une fille car, je cite, j'étais dans le cliché du petit garçon, j'aimais les voitures et le foot. Il y a vraiment ça. C'est-à-dire que soit ces filles étaient ce qu'on appelle maintenant, entre guillemets, les garçons manqués, soit elles réécrivent l'histoire à l'envers, mais en tout cas, vraiment, il y a des clichés sexistes et ça ne choque personne, j'ai envie de dire. Enfin, vraiment, ça passe de dire des choses aussi archaïques que ça. Alors, pour moi, c'était intéressant en fait de voir cette filiation, comme quoi, en fait, ce mouvement n'a pas vraiment évolué depuis le début. Alors, par contre, ce qui a changé vraiment en 2010, euh, c'est que il y a eu c'est devenu vraiment quelque chose de complètement capitaliste. En fait, il y a vraiment des milliardaires qui s'en sont emparés, des firmes multinationales qui se sont emparées du phénomène transgenre. Et, euh, et c'est comme ça que j'avance qu'en fait, le transgenrisme est un nouvel avatar du capitalisme. Alors déjà, en fait, oui, je vous ai dit, les multinationales adorent les trans comme illustration avec la marque de cosmétiques anglaise Lush alors j'ai vu qu'ils avaient un partenariat pour vendre des binders. Voilà, donc là, ils ont une manifestation trans rights. En tout cas, ils ont des partenariats commerciaux pour ça.
Il y a L'Oréal qui a créé une ligne pour les trans. Là, à côté, vous voyez Ellen Page, qui est devenue Elliot Page, qui est devenue l'égérie de la marque Gucci. Vraiment, les multinationales adorent les trans et les mettre en avant. Alors peut-être que finalement, le transgenrisme n'est pas si transgressif que ça, puisque le capitalisme adore ce mouvement. Et en effet, en fait, même dans l'idéologie du transgenrisme, en fait, ça répond complètement à l'idéal du capitalisme. Déjà, quand les jeunes, en fait, enfin, moi, je sais pas vous, mais moi, quand j'étais adolescente, on avait globalement des désirs de justice sociale. Enfin, on se préoccupait pas que de nous-mêmes, on voulait lutter contre les inégalités. On n'y connaissait rien, mais on avait comme des idéaux qui concernaient toute la société, voire le monde entier. Mais là, pas du tout. En fait, c'est des jeunes. Alors, leur idéal, c'est pas de lutter contre les inégalités économiques ou même contre le capitalisme, mais en fait, ce qu'ils veulent, c'est défendre des droits individuels pour eux-mêmes et pour une communauté réduite. Ce qu'ils veulent, c'est le droit de changer d'état civil sans passer devant un juge, de prendre des hormones sans l'autorisation d'un psychiatre, de participer à des compétitions sportives dans la catégorie du genre dans laquelle voilà, du genre ressenti. En fait, c'est ça ce qui les fait rêver pour la société, c'est vraiment de défendre des droits individuels. Et donc, ça crée une population en fait qui est complètement morcelée entre identités, donc des personnes qui se regroupent entre identités. En plus, on a vu tout à l'heure que en fait, les trans, ça n'existait pas parce qu'il y a différents intérêts en jeu. Donc, en fait, ils n'ont plus de conscience du collectif. Alors, on ne parle même pas de conscience de classe, mais ils n'ont pas plus de conscience du collectif et ils n'ont plus de conscience même du bien commun. Enfin, c'est vraiment que pour eux. Et donc, dans ce cadre-là, leur ennemi, c'est plus, je sais pas, ça pourrait être les ultra riches, ça pourrait être le patriarcat, ça pourrait être, voilà, ça pourrait être ça, les religions. Non, en fait, pour ces jeunes, leur ennemi, c'est bah, nous, en fait, les personnes qui s'appellent TERF, qui critiquent leur démarche, et ça peut être l'État qui n'accepte pas assez vite à leurs demandes. Et, euh, et donc, ils deviennent des consommateurs. Alors déjà, ils deviennent des consommateurs de réseaux sociaux, consommateurs d'hormones, de différentes, enfin, de chirurgie, de différents gadgets. Et il n'y a pas du tout d'émancipation, en fait. Vraiment, ils deviennent des consommateurs. Et puis, Il y a... comme tu dis, l'ennemi, c'est vraiment ce qu'ils appellent les cis. Les cis, c'est les gens qui font pas partie de leur communauté. C'est très communautariste, en fait. Mm, Tout ce qui est complètement. extérieur à eux, c'est l'ennemi, en fait. Et tout ce qui n'accède pas, pardon, tous ceux qui n'accèdent pas à leur demande. C'est-à-dire, on émet des réserves quant à la transidentité des enfants, on est l'ennemi. Euh, les profs qui n'acceptent pas tout de suite de changer le prénom de leur élève, c'est l'ennemi. Enfin, et il y a aussi autre chose qui fait vraiment partie des valeurs du capitalisme, et je fais un rapprochement par rapport au transgenrisme. En fait, dans le capitalisme, il y a toujours la transgression des limites. C'est vraiment la destinée manifeste. On va aller toujours plus loin dans l'exploitation des ressources. Euh, voilà, donc en fait, maintenant, les ressources naturelles sont complètement exploitées et épongées. Maintenant, la limite, c'est le corps humain. Et en fait, c'est vraiment ce dépassement des limites euh, qui est, l'idée, c'est pas de satisfaire les besoins de chaque personne. L'idée, c'est vraiment de développer des désirs, donc, on va prendre pour des besoins, mais de développer des désirs des consommateurs pour qu'on achète toujours plus de trucs inutiles, en fait. Et avec ce discours, je sais pas si vous achetez ce parfum, vous allez devenir telle personne. Donc vraiment, chaque individu œuvre à sa propre identité en achetant toujours plus d'objets. Et là, c'est ça, c'est vraiment travailler à votre propre identité, vraiment ne vous préoccupez que de votre affirmation de vous-même, et avec vraiment la transgression non plus de la limite de la nature et des ressources, mais de la limite qui est imposée par notre corps sexué. Donc ça, c'est la dernière, enfin, en tout cas, une des dernières limites qui est franchie par le capitalisme. Alors, on savait alors en tant que féministe, on savait qu'en fait, beaucoup d'entreprises font fortune sur notre incapacité acquise à aimer notre corps et notre visage comme ils sont, oui, comme ils sont. Euh,
Mais en fait, il y a toujours des jeunes filles qui sont rebelles à la mode, au maquillage, etc. Tandis que là, maintenant, en fait, ces adolescentes qui sont rebelles au marketing, en tout cas qui ne sont pas sensibles au marketing, on va leur mettre dans la tête qu'en fait, elles ne se conforment pas au genre, qu'elles sont non-binaires, voire transgenres. Et donc, elles reviennent en fait dans de la consommation d'hormones. Et c'est ça qui est vraiment cynique, c'est qu'en fait, les personnes transgenres croient qu'elles échappent elles échappent à leur sexe assigné à la naissance, mais en fait, elles n'échappent pas du tout à la prédation capitaliste. Déjà, en faisant croire à des personnes en bonne santé qu'elles ont besoin d'un traitement médical, euh, on voit que des laboratoires pharmaceutiques créent une nouvelle niche et créent une nouvelle part de marché. Alors, c'est très, très cynique, mais il y a vraiment de ça. Alors là, je voudrais citer le travail de Jennifer Bilek dans Eleventh Hour, que je cite à la fin, voilà, parce qu'il faut vraiment aller voir son blog, dont je me suis largement inspirée. Et en fait, tout en faisant voilà, des recherches un peu sur quelques détails qui m'ont intéressée, mais c'est vraiment, voilà, c'est elle qui a vraiment posé les bases. Et donc, euh, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une collusion entre des multinationales. Donc, à la tête de ces multinationales, il y a vraiment des milliardaires qui investissent dans différentes entreprises. Donc, collusion entre les multinationales, la recherche académique et les organisations militantes. Parce qu'en fait, euh, à propos des changements de définition de l'OMS et du DSM, quand vous allez sur le site web de Outrance, ou une autre association militante pour les droits des trans, je crois que c'est Outrance, en fait, vous pouvez voir dans la rubrique lobbying, euh, donc à propos des changements de définition de l'OMS, nous sommes vraiment contents d'avoir pu, grâce à notre travail, influencer les décisions de l'OMS. Donc, ils assument d'avoir fait du lobbying en fait pour modifier cette définition. Alors, on peut se dire, c'est une association militante, comment est-ce qu'ils ont assez d'argent et d'influence pour pouvoir influencer l'OMS? Et en fait, on voit qu'il y a vraiment une collusion avec des milliardaires, en fait. Et, euh, et en fait, je ne peux pas m'empêcher de vous raconter une anecdote, quelque chose que j'ai découvert récemment à Paris, à propos justement de cet accès à toujours plus de droits et en même temps le fait qu'il y ait des entreprises derrière. C'est que j'ai découvert qu'il y a une piscine municipale dans le 18e, qui est la piscine des Amiraux, qui a réservé 2 heures par semaine, toutes les semaines, aux personnes trans. C'est-à-dire qu'en fait, les personnes trans ont réservé juste pour eux 2 heures par semaine d'une piscine publique. Je trouvais ça assez fou. Et en fait, quand on regarde les détails, on voit qu'en fait, derrière cette association sportive transgenre, il y a l'entreprise Randstad, qui est une entreprise néerlandaise de recrutement, et la Open Society Foundation, qui est en fait la fondation de George Soros. J'ai trouvé ça assez fou, en fait, qu'effectivement, grâce à des entreprises, en fait, là, c'est un privilège, mais au sens strict du terme. Et voilà, donc ce que j'ai remarqué aussi. Privilège qui refuse aux femmes, en fait, parce que le mouvement transactiviste demande de la non-mixité, soi-disant, pour les soi-disant personnes trans, qui sont une catégorie, comme tu disais, qui englobe tellement de choses que c'est une catégorie qui veut rien dire. Mais par contre, dès que des femmes veulent se réunir en non-mixité, ou dès que des lesbiennes veulent se réunir en non-mixité, là, ils supportent pas. Donc, en fait, c'est vraiment deux poids, deux mesures, Mm. leur revendication. Et justement, à propos des, pour rester sur la thématique des piscines publiques, en fait, il y a eu, alors je sais plus quand, mais enfin, il y a eu quelques années, une demande pour qu'il y ait des créneaux horaires réservés aux femmes. Et en fait, ça a toujours été refusé parce que c'est vu comme une demande communautaire, en fait, et par l'influence d'islamisme, voilà, qui revendique ça. Et donc, ça a toujours été refusé pour les femmes qui pourraient, voilà, avoir différentes raisons de vouloir être entre elles à la piscine. Par contre, pour les transgenres, 2 heures par semaine. C'est quand même assez incroyable. Alors, aux États-Unis, la déontologie n'est pas la même qu'en Europe. Mais les travaux de recherche aux États-Unis influencent les médecins en Europe, donc c'est important, il faut le dire. Il y a des travaux de recherche
qui sont financés par l'Académie américaine de psychiatrie. Et cette institution elle-même, on a vu qu'elle avait été subventionnée par Arbor et Pfizer, qui sont deux énormes laboratoires pharmaceutiques qui commercialisent des hormones inversées. Donc pour les États-Unis, c'est assez lisible en fait cette collusion. J'ai aussi remarqué quelque chose d'intéressant à propos il y a aussi il y a aussi des travaux de recherche, notamment là, un des articles qui recommande l'usage de bloqueurs de puberté pour les enfants. En fait, il se cache même pas. C'est-à-dire que quand vous lisez l'article, à la fin ou au début, il y a écrit les auteurs sont très reconnaissants envers Ferring Pharmaceuticals pour son soutien financier des études sur le traitement des adolescents souffrant de troubles de l'identité sexuelle. Voilà, donc en fait, ils remercient leur sponsor qui est une firme pharmaceutique sans la moindre gêne. Il y a aussi la psychologue californienne Jan Ehrensaft. C'est assez éloquent. En fait, c'est une psy qu'on voit énormément parce qu'elle fait beaucoup, beaucoup de conférences. Et moi, je l'avais déjà écoutée. Elle dit, par exemple, que, en fait, quand un bébé garçon euh, ouvre sa barboteuse, ça veut dire qu'en fait, il a envie de faire une robe et que donc, en fait, c'est une fille transgenre. Enfin, elle est capable de dire des choses comme ça. C'est aussi la même psy qui dit, non, mais de toute façon, les adolescentes, si elles se coupent les seins et qu'elles changent d'avis, bah, elles pourront toujours s'en poser des faux après. Voilà. C'est vrai qu'elle est complètement délirante à chaque fois que je l'entends parler, mais elle raconte mais n'importe quoi. On ne sait pas comment elle peut avoir cette place-là, en fait. Oui. Et, donc, elle dit que l'administration de bloqueurs de puberté est un droit humain. Et on se rend compte qu'elle fait partie du comité consultatif d'AbbVie, qui est aussi qui est une entreprise qui vend des bloqueurs de puberté, en fait. Donc voilà, à chaque fois, il y a une motivation commerciale. Après, pourquoi est-ce que ça marche aussi bien auprès du grand public? Ça, j'ai plusieurs hypothèses, mais voilà, il y a certes des subventions, mais il se trouve que ça trouve quand même un public. Alors, est-ce que c'est parce qu'ils sont convaincus par les stéréotypes sexistes, en fait, qui sont véhiculés par le transgenrisme, l'idée qu'on peut être qu'une fille garçon manqué et en fait un garçon, est-ce qu'ils sont susceptibles à ça? Sûrement. Euh, il y a aussi alors il y a TikTok qui est une firme chinoise, mais sinon, les GAFAM, en fait, qui sont des entreprises américaines, adorent le transgenrisme. Ils investissent aussi beaucoup dans cette économie-là. Euh, tout ça, en fait, parce que tout simplement, les adolescents et adolescentes qui commencent à se poser des questions sur leur identité et sur leur corps vont sur Internet, vont sur les réseaux sociaux, elles trouvent des contenus qui leur disent qu'en fait, qu'elles sont trans. Et en fait, ça fait effet boule de neige, donc elles passent de plus en plus de temps sur les réseaux. Et plus elles passent du temps sur les réseaux, plus en fait, elles ont un rapport au corps qui est contrarié, vu qu'elles passent des journées et des nuits sur un écran, devant un écran. Donc, elles sont de plus en plus persuadées qu'elles sont transgenres, vu qu'elles ont pas de... En fait, elles perdent le sentiment de réalité de leur corps. Et donc, ça se nourrit, en fait. Plus ils seront dissociés, plus ils sont susceptibles d'être trans, et aussi plus ils passeront du temps en ligne, donc ils livreront des informations personnelles qui peuvent être exploitées par les GAFA. Donc ces entreprises ont tout à fait intérêt à aussi, j'appelle ça un investissement en fait, à investir dans des jeunes, enfin investir dans la transidentité de jeunes. Donc on a vu qu'il y avait vraiment comment dire, une collusion entre des multinationales, la recherche académique. Et ensuite, cette recherche académique est utilisée par les transactivistes, comme dans les associations dites LGBT, qui poussent des jeunes à devenir trans et à rester dans le parcours transgenre. Maintenant, je voudrais vous parler de personnages, vraiment, que j'ai trouvé très intéressants. Et en fait, donc j'en ai gardé deux pour cette présentation. Ce sont des milliardaires transidentifiés, parce il y a quelques milliardaires trans. Curieusement, ces milliardaires trans sont en fait des hommes transidentifiés et qui ont un énorme, énorme pouvoir dans la diffusion de l'idéologie transgenre et du nombre de transitions de jeunes. Des gens qui ont beaucoup, beaucoup de pouvoir. Alors, je vais commencer par Jennifer Prinske. Jennifer, entre guillemets. Voilà, c'est cette personne. Alors, vraiment un personnage intéressant. Donc maintenant, c'est quelqu'un qui a plus de 70 ans
Et cette personne a une carrière militaire. Et c'était un soutien fervent de Donald Trump. C'est quelqu'un de complètement viriliste, de très passionné par l'armée. Et en fait, la seule chose qui l'a chagriné dans le programme de Trump, c'est quand Trump a interdit l'accès à l'armée des personnes trans. C'est vraiment le seul truc qui le gênait. Sinon, le reste, tout était bien. Donc, quelqu'un voilà, de très, très viriliste. Et il dit qu'à un moment, il s'est dit qu'il se considérait comme une femme. Il dit il a un corps d'homme, mais il est attiré par les choses féminines, comme les vêtements de femme. Donc, c'est encore, c'est Virginia Prince, en fait, c'est ça. Des hommes qui sont, pour une raison ou une autre, qui aiment se voir en femme, qui sont excités par porter des vêtements de femme et qui n'ont plus envie de faire ça tout seul dans leur chambre, mais qui ont envie d'avoir en plus la satisfaction d'avoir un public qui les félicite pour ça. Donc cette personne c'est un héritier, en fait, il est l'héritier d'une fortune, et notamment d'une entreprise qui s'appelle Tawani. Et donc il a une fondation, Fondation Tawani, qui est un sponsor d'organisations militantes très très puissantes comme ACLU, qui était à la base une organisation progressiste aux États-Unis, maintenant qui défend totalement les droits des trans. GLAAD, qui est une organisation qui défend, voilà, aussi juridique. Il a ouvert une clinique de genre à l'hôpital pour enfants de Chicago. Donc, on voit que tout se nourrit, en fait, que tout est lié. Et encore, ça a été encore plus loin. En fait, la Fondation Tawani, en fait, ils se sont offert en fait, ils sont offert une légitimité scientifique. Ils ont financé la première chaire universitaire d'études transgenres à l'université de Victoria au Canada. Donc, ils ont fabriqué, enfin, il s'est acheté en fait un département d'université pour que des chercheurs, évidemment triés sur le volet, publient des articles pour dire que la transidentité existe et qu'il faut faire transitionner les enfants, etc., etc. Donc, en fait, vraiment, tout est créé de toutes pièces là. Euh, Ensuite, il y a un autre personnage que j'adore, c'est le suivant. C'est Martin Rothblatt. Vraiment, il m'a fascinée. J'ai vraiment été fascinée par le personnage. Euh, alors, Martin Rothblatt, ce n'est pas un héritier, c'est quelqu'un qui a construit sa fortune tout seul. Donc, il vit en Californie. Il est très brillant intellectuellement, ça je le nie pas du tout. Il est devenu extrêmement riche en créant un système de satellites, je ne sais plus exactement, mais en gros, ce qu'il veut, c'est abolir les distances physiques grâce à la technologie. Il est très influencé par la science-fiction. Et donc, la communication satellitaire, il a aussi, par un concours de circonstances, aussi investi dans un laboratoire qui fait de la xénotransplantation. C'est en fait prendre des organes d'animaux non humains pour soigner des humains. Donc, en fait, il veut abolir la distance, il veut abolir les frontières physiques, il veut abolir la, comment dire, la séparation entre espèces. Enfin, vous voyez. Et en fait, lui, en 1995 déjà, il a changé d'identité de genre et par la même occasion, il a rédigé comment dire, le premier texte de loi internationale, alors non contraignant bien sûr, en 95 pour ça s'appelle le Bill of Gender Rights. C'est la première base juridique en fait. Donc c'est pas un texte contraignant, mais c'était vraiment une référence pour après tous les autres textes de loi. Euh, Et en fait, le fait qu'il ait changé d'identité, donc c'est Martine sans E qui est devenu Martine avec un E, pour lui, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, il faut dépasser la limite qui consiste à être soit un homme, soit une femme, parce qu'il veut globalement voilà, transgresser toutes les limites. Et il dit lui-même que le transgenrisme, c'est seulement une étape vers le transhumanisme. Et, euh, et c'est là que c'est hyper intéressant parce qu'on voit que vraiment le transgénisme, ça va très très loin. Et d'ailleurs, Martin Rothblatt, qui est très influent, le dit clairement. Il dit non, non, mais ça c'est juste un aspect des choses. Hein, ça va. L'idée, c'est que ça aille beaucoup plus loin. Donc c'est quelqu'un qui est aussi fasciné par les technologies. Il rêve en fait d'un monde où en fait enfin, l'humanité disparaît au profit de la technologie. Il dit que bientôt il y aura un, un cybersexe qui permettra d'avoir une multitude d'identités sexuelles. Donc en fait, il veut vraiment éclater l'unicité de la personne humaine avec une identité. Lui, ce dont il rêve, c'est déjà qu'il y ait
qu'il y ait des dispositifs électroniques qui simulent les relations affectives et sexuelles. En fait, qu'on n'ait plus besoin d'autres humains, que tout soit remplacé par la technologie, et qu'en fait, on n'existe plus que par nos avatars. Comme les jeunes qui jouent aux jeux vidéo et qui ont un avatar, lui, en fait, il dit que notre vrai moi, ça va être notre avatar. Donc, on peut choisir de sexe, changer de sexe. On n'a plus de réalité corporelle, en fait, parce que la réalité corporelle, c'est ce qui nous limite. Euh, Lui, son rêve, c'est de mettre un, comment dire, en fait, il dit que notre moi, on pourrait le mettre sur un mind file, je sais pas, une clé USB en quelque sorte, qu'on pourrait télécharger sur un robot, ce qui fait qu'en fait, on aurait un moi robot et un moi charnel et qu'il n'y aurait pas de hiérarchie entre les deux. Il n'y aurait pas de hiérarchie de valeur. Ça va vraiment très, très, très loin. Et, euh, et en fait, c'est vrai que donc, c'est vrai qu'il y a un côté, ce qu'on disait sur ce que je disais au début, en fait, de ce rêve de transgression des limites, cette illusion comme quoi, en fait, l'identité de genre, c'est un peu sortir de soi-même, c'est quelque chose d'émancipateur. En fait, le transhumanisme, leur but, c'est d'émanciper l'humanité de leurs limites biologiques. Ce qu'ils veulent, c'est créer, c'est en fait améliorer l'espèce humaine. C'est fou ce que Et- tu racontes parce que c'est pas cela que les militants de base mettent en avant. Ils Mm. vont toujours nous mettre en avant le film Petite Fille, faire des trucs super mignons, alors qu'en Ouais. réalité, toutes ces personnes, non mais oui, enfin c'est fait pour Mm. séduire les gens, hein, ces films-là. Oui, Et puis toutes ces youtubeuses. En tout cas, c'est vrai que quand on commence à creuser et qu'on voit tous ces personnages-là, on dit non, mais c'est des gens qui exagèrent, c'est pas la majorité, mais c'est malgré tout, c'est quand même eux qui influent sur tout Mm. le reste du mouvement. On les voit, enfin, c'est pas ceux qu'on va mettre en avant, mais malgré tout, c'est eux qui vont prévoir toutes les politiques, inventer les concepts, etc., et influer sur le reste du monde. Oui. Et après, évidemment, il n'y a rien de commun entre ces hommes milliardaires Oui, et des très jeunes filles, voire petites filles qui souffrent d'autisme, de trauma sexuel, et qui sont utilisées par ça. Enfin, il n'y a rien de commun. Et en fait, ces milliardaires, en fait, vraiment, j'ai vraiment l'idée qu'ils investissent dans ces jeunes pour après avoir comme retour sur investissement tout l'argent qu'ils vont dépenser en hormones. Là, ce qu'on voit sur l'illustration, donc à gauche, c'est Martine Rothblatt, et à droite, c'est certes un robot, mais c'est son épouse en fait, parce que Martin Robat est marié avec une femme qui s'appelle Dina, qui ressemble un tout petit peu à ce robot. En fait, il a créé un double robot de sa femme, qui l'anime avec une intelligence artificielle. Et en fait l'idée de Martin Rothblatt, c'est que tout ce qu'on laisse comme trace sur Internet, avec tout ça, on pourrait recréer euh, notre personnalité dans un robot. Voilà, donc en fait, Bina, c'est la réplique, enfin Bina, non, le robot est une réplique de Bina avec une intelligence artificielle qui les permet de parler comme si elle était elle, sur la base de tout ce qu'elle a raconté en ligne. Et en fait, pour eux, euh, c'est complètement équivalent. Et en fait, ils ont l'idée aussi qu'ils vont devenir immortels grâce à ce genre de procédé. Il y a une fascination, on se libère de la binarité sexuelle, aussi on se libère de la mort. C'est les mêmes personnes qui investissent dans, dans des sortes d'églises technologiques pour supprimer la mort. Ça va être vraiment la même volonté. Et, euh, et en fait, quand on veut se libérer donc, de la binarité sexuelle, évidemment, qu'est-ce que ça implique? Se libérer aussi des contraintes liées à la procréation. Parce qu'en fait, s'il y a une binarité sexuelle, c'est parce que la procréation implique à un moment donné qu'il y ait des gamètes mâles et des gamètes femelles. Euh, et en fait, pareil, c'est aussi dans le même projet de, euh, de s'émanciper de la procréation telle qu'elle est. Euh, donc, ça va aboutir première étape des GPA, ce qui est aussi bien pratique parce qu'en fait, quand vous avez toute une population de jeunes personnes qui sont infertiles à cause des hormones, bah, vous allez pouvoir leur vendre euh, des conservations de gamètes, différents procédés et des GPA. Donc, c'est aussi un investissement pour le business de la procréation. Et voilà, c'est aussi après, le transgenrisme, ça va extrêmement loin dans tout ce qui est vraiment, je mettais éclatement de la nature humaine, mais après, ça va extrêmement loin dans tout ce que les multinationales peuvent proposer. Donc, en fait, on reste à la fois dans quelque chose de très, très, très capitaliste et en même temps, quand même,
à quelque chose. C'est pas pour moi, c'est vraiment pas seulement ça. Et je reviens au tout début de ce que je disais quand les personnes dans les milieux de l'édition étaient mais en rage, enfin, sont devenues complètement fous à l'idée de mon manuscrit. Et pourquoi est-ce qu'il y a des personnes vraiment que ça rend très 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 passionnées d'être contre notre discours? Pour moi, ça rejoint en fait le rêve transhumaniste d'échapper à notre condition parce que oui, on est aussi et peut-être avant tout euh, des humains, c'est-à-dire bah, des animaux sexués. Et en fait, il y a des personnes qui ne supportent pas ça et qui voudraient, en fait, qui ont ce rêve de pouvoir décider, écrire soi-même qui on est qui ont ce rêve d'avoir une identité, un moi qui serait au-dessus et indépendant de notre réalité charnelle. Euh, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire de mon côté. Donc, il y a Magali qui écrit, mais je veux mourir, moi. Oui. Et en fait, il y aura il y a les milliardaires immortels et il y aura toujours une classe de personnes qui n'auront pas de quoi se payer l'immortalité. Bah oui, merci. Et Merci à justement, vous. par rapport à toutes ces... Pour rebondir, là, ce que tu décris, et puis ce qu'on remarque quand même depuis pas mal d'années, c'est que les valeurs du transactivisme, c'est une négation de tous les rapports de pouvoir qui sont combattus par la gauche. C'est un mouvement qui fait l'apologie des valeurs identitaristes et essentialistes qui auparavant c'était les valeurs de l'extrême droite et non pas les valeurs de la gauche, hein, parce que la Mhm. gauche a toujours rejeté les valeurs identitaristes et essentialistes. Et ce mouvement transactiviste, il renforce les normes sociales. Et en plus, bah, du coup, il fait vraiment l'apologie du capitalisme. Du coup, toutes ces valeurs de droite, comment tu expliques que les médias de gauche adhèrent au transactivisme alors que visiblement c'est plutôt un mouvement de droite, voire d'extrême droite, euh, et les médias de gauche font l'apologie de l'idéologie transactiviste en fait. Alors déjà, Comment il y tu a peux expliquer l'énorme... ça? Comment se fait que Oui, la gauche adhère à ça, quoi? oui, bah, déjà, il y a un énorme malentendu avec la création du sigle LGBT. En fait, le malentendu, c'est de voir que les personnes trans sont, à l'instar des personnes homosexuelles et lesbiennes, une minorité sexuelle opprimée. Il y a un parallèle qui est fait tout le temps. Donc déjà, ça crée un malentendu même dans l'esprit de personnes qui sont de bonne foi. Il y a aussi autre chose, c'est qu'effectivement, les médias de gauche bah, ne nous aiment pas et les médias qui nous relayent sont conservateurs. On pourrait penser que c'est paradoxal. Mais en fait, les médias de gauche, eux, sont sur une ligne finalement libérale dans le sens où ce qu'ils défendent, c'est les libertés individuelles. C'est l'affirmation de soi contre un ordre établi. Alors, l'ordre établi, ça peut être l'armée, l'État, la religion. Ça, c'est l'ordre établi contre lequel il faut que l'individu euh, voilà, s'émancipe et s'affirme. Donc ça, c'est vraiment c'est l'idéologie finalement de la gauche. Il y a aussi cette idée qu'il ne faut pas juger, que voilà, c'est à l'individu à juger. Il faut pas, parce que pareil, il y a encore cette hantise d'avoir euh, comment dire, une morale imposée de l'extérieur, et notamment la morale imposée par l'Église. Donc en fait, en réaction contre ça, il y a l'idée, non, mais il ne faut pas juger, c'est réac d'avoir des principes en fait sur ce que devraient faire les gens ou ne pas faire. Et à contrario, les médias qui sont, on va dire, de notre côté, donc bah, les éditions du CERF qui sont catholiques, les médias conservateurs, il y a les médias catholiques aussi. J'ai découvert des tas de médias catholiques à cette occasion. Alors, ils sont pas là-dedans. L'affirmation de soi en tant qu'individu face à un État oppressif, eux, c'est pas ça, leur idée. Alors, certes, ils vont être traditionnalistes, donc en fait, quelque chose qui bouleverse une tradition, c'est même pas une tradition, mais en fait, quelque chose qui bouleverse la définition même de qui est un homme et qui est une femme et qui prétend aller au-delà de la réalité biologique. Étant traditionnaliste, bah, ça va pas les attirer, en fait. Et aussi, je pense vraiment que ces personnes sont horrifiées par les transitions qui sont, enfin, les mutilations et transitions dans lesquelles des enfants sont happés. Et parce que, en fait, ils ont quand même un substrat de dire on peut pas faire n'importe quoi.
ni aux enfants ni aux adultes, et spécialement pas aux adultes. Et alors que les médias de gauche, ça va être un énorme relativisme moral, se dire, bah, franchement, s'il y a des enfants qui sont consentants à être mutilés, laissons-les faire. Voilà, vraiment un relativisme moral. Et tandis que, en fait, dans les médias conservateurs, enfin, les conservateurs en général, ils ont une idée de la dignité humaine qui est universelle. Et ça, c'est aussi des choses que j'ai remarquées dans des débats, enfin, dans des recherches à propos de la GPA. C'est qu'en fait, les conservateurs, influencés peu ou prou par le catholicisme, disent non, non, il y a une dignité humaine, on ne peut pas faire n'importe quoi à la personne, et spécialement pas aux personnes vulnérables, et spécialement pas aux enfants. Euh, donc, c'est pour ça qu'il y a ce paradoxe apparent entre le pourquoi est-ce que c'est la gauche qui défend le transactivisme alors que c'est hyper capitaliste et hyper individualiste, pourquoi est-ce que c'est la droite comment dire, qui est critique contre le transgenrisme. Oui, et puis c'est pas nouveau qu'une certaine gauche va défendre tout et n'importe quoi. Dans les années 70, c'était les pédocriminels. Là, maintenant, c'est les transitions d'enfants. Mais effectivement, c'est pas récent qu'il y ait cet ultra-libéralisme, en fait, à gauche. Et en fait, pour eux, moi je l'ai vu dans les débats sur la prostitution, et un truc qui revenait tout le temps, c'est il faut pas être moralisateur. Ah, ça c'est juste de la morale. Mais attends, oui, oui, on a des conceptions du bien et du mal, heureusement. Ouais. Et en fait, à force de vouloir dire la morale, c'est la religion, c'est pas bien, bah, en fait, on en vient à justifier des choses absolument abominables. Oui, et puis surtout, ce qui est étonnant, c'est que les transactivistes veulent nous imposer une morale. C'est pas comme Oui, s'ils ils ne voulaient rien imposer, c'est que oui, tout le monde a une vision du bien ou du mal. Ils vont considérer que c'est mal de mégenrer quelqu'un, donc on pourrait dire la même chose. Enfin, c'est absurde, personne ne peut vivre sans aucun principe éthique, ça n'existe pas. ouais. C'est- Et, il y a une question d'une personne qui est étonnée de la rapidité avec laquelle cette notion, qui veut rien dire, qui est absolument pas scientifique, d'identité de genre, elle s'est diffusée largement et notamment dans la législation française. Est-ce que tu as quelque chose à en dire? En fait, quand on voit les textes de législation, par exemple la définition du Conseil de l'Europe, la définition de l'État fédéral au Canada, en fait, des textes de loi comme ça qui peuvent être au-dessus des États, ce qu'on regarde, c'est que c'est des définitions qui sont pleines de contradictions. Et en fait, on dirait vraiment qu'ils écrivent, on dirait qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils écrivent. Enfin, c'est incroyable. Je pense qu'on n'a jamais vu ça. Par exemple, l'identité de genre, c'est le sentiment de son propre genre. J'ai toujours pas compris ce que c'était. En fait, c'est ça, ça a été fait absolument précipitamment, sous des pressions à la fois de lobbying, à la fois, je pense qu'il y a aussi, il y a plein de ressorts. Il y a par exemple bah, le parallèle avec les droits des homosexuels. Il y a aussi beaucoup de personnes qui se sont, enfin en gros, qui culpabilisent d'avoir considéré les homosexuels et lesbiennes comme des personnes malades et donc ils veulent surtout pas refaire la même chose avec les trans. Voilà, donc je pense qu'il y a beaucoup de ressorts, mais qu'effectivement, ça s'est fait très précipitamment. Oui. Et puis effectivement, des fois, on a l'impression qu'ils comprennent pas eux-mêmes. Quand on lit la circulaire Blanquer, ça n'a aucun sens. Il y a 10 définitions qui sont pas les mêmes. Tout est complètement brouillon. On a l'impression qu'ils sont perdus, quoi. Et, il y a quelqu'un qui a écrit, au-delà des comorbidités, à ce phénomène Oui, de jeunes gâtés par la vie. j'allais te la poser. Alors, Oui, voilà. Est-ce que, je vais la redire la question, en oui, fait, est-ce que, bon, il y a des comorbidités, mais est-ce que ça peut être aussi un phénomène de jeunes qui sont trop gâtés, qui n'ont jamais vécu la misère, qui n'ont jamais vécu la guerre, des privations alimentaires, etc. alors oui, dans la mesure, enfin, d'un certain côté, oui, parce que tout simplement, c'est des jeunes qui passent beaucoup de temps, encore une fois, sur les réseaux sociaux, donc qui ont beaucoup de temps libre et qui tombent sur ce genre de contenu. Donc oui, il y a cette notion-là, mais en fait, pour moi, ce qui est intéressant, c'est de voir quels sont les problèmes et la véritable souffrance qui les amène à faire ça, parce que je pense qu'il y a vraiment des problèmes psychiques, des traumatismes sexuels, il y a une surreprésentation de l'autisme, donc oui, il y a une souffrance. Et d'ailleurs, c'est pas. En fait, on peut dire oui, les jeunes d'aujourd'hui n'ont jamais été aussi heureux à cause du confort matériel, mais en fait, on se rend pas compte que c'est très très compliqué d'être adolescent et spécialement adolescente aujourd'hui. Il y a des vrais liés à la banalisation du porno qui entraîne des violences entre jeunes, liées à le fait que des perturbateurs endocriniens fait qu'il y a des jeunes filles qui ont leurs règles à 10 ans, elles sont pas du tout prêtes. Enfin, il y a vraiment des difficultés qui touchent les adolescentes dans les pays développés comme le nôtre.
dont on ne se rend pas forcément compte. Donc, je ne dirais pas que d'un revers de la main, bah, c'est des gosses gâtés qui n'ont pas de problème. Oui, Mm. et, et puis aussi, c'est vrai que c'est terrible de vivre la guerre, c'est terrible de vivre certaines choses, mais les violences sexuelles, ça crée les mêmes types de traumatismes, donc faut pas minimiser. Et quand on regarde en tout cas les chiffres des jeunes filles qui veulent transitionner, enfin, selon les différentes sources, le nombre de jeunes filles qui ont subi des violences sexuelles dans l'enfance, enfin, le pourcentage est vraiment très, très important. Donc, c'est- ça peut être une explication, mais jusqu'ici, une des explications qui est donnée, c'est quand même justement au contraire des violences extrêmes vécues au sein de la famille ou dans l'entourage. Du coup, il y a une autre question, c'est parce qu'au Québec, en fait, il y a une mode qui est de éliminer les vestiaires hommes-femmes dans les piscines, de faire des vestiaires non mixtes pour faire plaisir aux soi-disant trans et non-binaires. Et est-ce que du coup, c'est la même chose en France? Vous pouvez poser Oui. vos questions dans l'application questions-réponses, hein. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter, comme ça on les posera à Pauline. Alors, en France, c'est moins poussé qu'en Amérique du Nord et qu'en Allemagne, notamment. Mais après, ça fait son chemin. Enfin, je sais qu'il y a plusieurs universités qui ont lancé ça. Et je ne sais pas exactement, en fait, si c'est en train de faire son chemin ou s'il y a des résistances, parce on est quand même une société en France qui est moins influencée par le libéralisme que l'Amérique du Nord. Donc, ça peut aussi s'arrêter avant d'aller aussi loin. Ça, je ne pourrais pas dire exactement. Mais en tout cas, j'ai déjà eu des discussions dans des collèges où la question se posait pour les toilettes. Enfin, vraiment, ça commence à faire son chemin et enfin, à ce que les gens ne voient pas du tout où est le problème, en fait. C'est ça qui est un Oui. petit peu étonnant. Du coup, je crois qu'il y avait, oui, Françoise Mariotti qui disait qu'il y avait aussi de l'homophobie intériorisée et qu'il y a des personnes qui préfèrent être trans que homosexuelles. Et ça, oui, effectivement. Et du coup, ce que j'ai trouvé intéressant dans ton livre, c'est qu'en fait, tu expliques que c'était dès le départ, en fait, cette histoire d'homophobie à la fois des hétéros qui se déguisent en femmes et qui veulent pas d'homosexuels parmi eux, et Mm. à la fois des homosexuels qu'on transforme en femmes, mais c'était dès le départ. Oui. Mais parfois, c'est même complètement explicite. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, enfin, parmi toutes les vidéos que j'ai regardées, il y a vraiment, je me rappelle un jeune homme qui dit explicitement, moi j'étais dans un milieu rétrograde et on n'a pas supporté que je sois homosexuel. Et quand je suis devenue une fille, donc une fille qui aime les hommes, et ben là tout d'un coup, il y a un retour à la norme en fait. Mais ça, il y a des personnes vraiment en France dans les années 2020 qui le disent explicitement. C'est ça qui est c'est assez fou, comme c'est pas une interprétation de notre part. D'ailleurs, il y a le cas, évidemment, c'est un cas extrême, mais bon, c'est le cas de l'Iran. L'Iran, c'est quand même le pays où l'homosexualité est passible de la peine de mort, et c'est aussi le deuxième pays où il y a le plus de transitions. Parce que tout simplement, en fait, il y a des homosexuels bah, qui sauvent leur vie et qui sauvent la vie de leur partenaire en changeant de sexe, en fait, que ce soit des hommes ou des femmes. Et, euh, et l'Iran voilà, se targue de ne pas avoir d'homosexuels et se targue aussi de purifier des personnes malades en les mettant dans le bon sexe pour être avec les bons partenaires. Il y a une question aussi sur comment est-ce que ce mouvement trans, il impacte le mouvement féministe au niveau mondial. Bah, en fait, le mouvement trans par rapport au mouvement féministe, c'est déjà un bouleversement de la définition de qui est une femme. Le principe du fait. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'en fait, c'est à partir entre le XVIIe siècle, enfin 19e, on a commencé historiquement à voir des groupes de femmes qui disent, OK, on va se réunir entre nous et on va réfléchir à comment défendre nos intérêts en tant que femmes. Mais ça, en fait, si la définition de femme n'a plus aucun sens, c'est-à-dire que n'importe quel homme peut dire qu'il est une femme, donc en fait, le groupe des femmes n'existe plus. Donc ça donne très concrètement bah, déjà des hommes qui peuvent être à la tête d'organisations féministes et donc bouleverser complètement l'agenda féministe, notamment qui bouleverse l'agenda féministe dans le sens des revendications transactivistes ou des revendications masculinistes, en fait. Donc c'est complètement, en fait, il y a des personnes qui disent non, mais on pourrait trouver un compromis d'inclure les femmes trans, même si cette expression ne va pas du tout, mais d'inclure les femmes trans parmi les... Non, c'est pas possible, en fait. Ça détruit totalement le féminisme.
Et ça n'a aucun sens. Et puis, ça n'empêcherait pas de revendiquer des droits pour des personnes, mais là, c'est pas du tout ce qui est fait. Il y a vraiment, de toute façon, toutes les revendications transactivistes, c'est vraiment contre les droits des femmes. À chaque fois qu'ils demandent quelque chose, c'est soit pour faire la promotion de la prostitution, qui est une violence faite aux femmes, soit pour empêcher les féministes de se réunir, soit pour empêcher les lesbiennes d'être lesbiennes. Enfin, ah oui, il y a une question aussi sur le lien avec l'eugénisme. Hmm. Quel est le lien avec l'eugénisme? Alors moi, le lien que je vois pour l'instant, il est quand même très indirect, c'est-à-dire euh, en fait, le lien avec l'eugénisme, on peut le faire avec le lien sur les manipulations autour de la procréation. C'est-à-dire qu'en fait, si on dit, bon, pour procréer, en fait, on n'a plus besoin d'un homme et d'une femme, tout ça c'est ringard, en fait, on va complètement artificialiser le processus. Là, forcément, ça donne un eugénisme libéral. C'est-à-dire que c'est pas l'État qui va organiser, OK, on va tuer tous les bébés malades, ça va pas être ça, mais ça va être en fait, et une fois de plus, c'est sur la base de choix individuels. C'est qu'en fait, avec la procréation qui est comme ça, artificielle et vraiment enfin, soumise aux lois du marché, il y a un livre qui est très chouette qui s'appelle Bébé sur mesure, qui parle de ça. Et en fait, donc, des personnes, en fait, si on vous offre le service de pouvoir trier les embryons pour éliminer les embryons malades, si on vous offre ce service, oui, il y a des personnes qui vont payer pour ça. Ou des personnes, évidemment, qui vont payer pour avoir un garçon plutôt qu'une fille, ou certains gènes plutôt que d'autres. Et donc, c'est là où on tombe sur un eugénisme. Mais en fait, c'est un eugénisme euh, qui ne dit pas son nom, parce qu'en fait, c'est des décisions libérales, c'est la force du marché. Donc, en fait, ça ne choque personne, finalement. Et ça peut aller très, très loin avant que ça choque des personnes, vu que, non, mais c'est le choix des gens, c'est des choix individuels. Donc, on ne peut pas critiquer. Il y a un refus complet de toute protection des personnes les plus vulnérables, ou enfin voilà, et de toute éthique en fait. Euh, Là, je cite les oui, voilà, d'autres, voilà. d'autres Ta bons livres conclusion. à lire sur le sujet, dont Ouais. je me suis inspirée pour cet exposé qui couvre, enfin, qui recoupe pas complètement ce que j'ai écrit et voilà. Donc, il y a aussi les livres de nos amis Nicolas Cazot et Audrey A. Nés dans la mauvaise société, Ellen Joyce et le blog de Jennifer Bilek qui parle du business de la procréation et du business du transactivisme. Très, très bien. Oui, comment ça se passe depuis la parution de l'ouvrage pour toi? Alors, ça se passe bien. C'était vraiment des personnes qui ont eu peur pour moi, notamment mon éditeur qui a dit ah, vous êtes très courageuse. Voilà, c'était plus encore plus effrayant. Mais non, franchement, non, il y a une couverture médiatique qui se passe bien. Alors, évidemment, les médias conservateurs et les médias catholiques m'adorent. Bon, ça, voilà, je suis prête. J'ai aussi reçu une demande d'interview de Valeurs Actuelles que j'ai poliment déclinée, parce que quand même, il ne faut pas exagérer. Euh, mais sinon, non, j'ai pas reçu de montagne d'insultes et j'ai eu de la chance pour ça. En tout Merci cas, il y à a vous. plein de remerciements dans le Ouais, chat. merci. Du coup, merci beaucoup et puis merci à tout le monde. On arrive du coup à... Ah oui, comment convaincre la gauche? Les Oula, questions arrivent. Mais c'est ce qu'on essaye de faire avec tous ces oui, webinaires. ouais, ouais. Et puis les tribunes, et puis tout ce travail, en fait, qui est fait parce que... Enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais quand même, il y a quand même à gauche beaucoup de personnes qui résistent. Oui. En fait, c'est la problématique des enfants. Je pense qu'il peut toucher tout le monde. Parce il y Oui, a pas mal de personnes à qui je parle qui disent, bon, les adultes font ce qu'ils veulent. C'est un peu plus compliqué que ça, mais en tout cas, l'intégrité des enfants, ça, c'est vraiment quelque chose que la grande majorité des gens, à laquelle la grande majorité des gens sont sensibles. oui. Complètement. Et puis, il y a aussi les gens de la gauche socialiste qui voient bien qu'il y a un truc qui va pas. Enfin, en fait, il y a différents angles d'approche. Les gens sont touchés par pour différentes raisons, mais finissent par se retrouver sur le fait qu'il y a un problème. Du coup, ben, je remercie tout le monde. Merci, Pauline. Merci à toi. Et puis, notre prochain webinaire, il aura lieu le 3 mars. Vous recevrez une invitation par mail.
Et la vidéo, elle sera diffusée sur YouTube. Donc, vous pourrez la diffuser. Donc, il y a déjà nos anciennes vidéos sur YouTube, sur la chaîne du WDI francophone ou sur la chaîne Nous Femmes. Et je vous rappelle que vous pouvez signer et partager la Déclaration des droits des femmes basée sur le sexe sur le site wdI-womensdeclaration.com tout attaché. Et ben, je vous dis à dans un mois, le 3 mars. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci, Pauline. Merci.